moi-même collecté plusieurs parmi les initiés du beauty. Sa trame narrative est la suivante. Et ça, c'est chez les initiés hein, du beauty. Écoutez bien. Sa trame narrative est la suivante. Nzame ou Nzambe, selon les ethnies. Le premier ancêtre divinisé. Donc, euh, dans l'aspect en fait du beauty, on considère que le premier ancêtre divinisé s'appelait Nzame pour certains, pour d'autres c'est Nzambe. Donc, c'est le premier ancêtre en fait divinisé. Il a deux fils. Un qui est l'aîné, il est noir, et l'autre qui est le cadet, qui est blanc. L'un l'aîné qui est noir, l'autre le cadet qui est blanc. Et bien ça là, ce que vous retrouvez ici, c'est exactement la même chose que vous retrouvez en fait dans les histoires en fait de Osiris et de Seth. Hein. Parce que Osiris est censé être noir et Seth est censé être roux, donc blanc. Et c'est d'ailleurs pour ça que que ce soit les roux ou les blancs en fait à l'époque, ou même comment, les Ngengeru, c'est-à-dire alors comment on les appelle en français euh, comment on appelle les Ngengeru en français s'il vous plaît déjà? Les albinos, merci, voilà. Les albinos. Donc, vous voyez, vous retrouvez hein, cet aspect-là et vous le retrouvez ici dans le Beauty. Hein, vous le retrouvez ici dans le Beauty. Où on vous dit que le mythe, vous en avez le grand frère qui lui est noir et le petit frère qui lui est blanc. Et le premier ancêtre divinisé, c'était Nzambe ou Nzambe. Donc, ils décident de répartir entre eux tous ces biens de ce monde et les soumet à une épreuve pour les départager. S'ensuit une série de péripéties qui, selon les variantes, impliquent tantôt la désobéissance, l'irrespect, la paresse ou la bêtise de l'aîné, tantôt la fourberie du cadet. Le blanc s'approprie alors toutes les richesses, tandis que le noir, privé de son droit d'aînesse, est condamné à servir son cadet. Le mythe raconte, ça c'est un mythe dans le beauty, hein, chez les initiés du beauty. Hein. Donc, le mythe raconte ainsi l'histoire d'une inversion hiérarchique entre l'aîné noir et le cadet blanc. Ça, vous le retrouvez hein, quand on vous dit que tout vient des noirs, tout a été noir, etc., etc. Vous retrouvez un peu toujours les mêmes genres de choses. Si vous rassemblez un peu tout, vous allez retrouver un peu les mêmes. Donc, il explique une situation d'infériorité présente en postulant une supériorité originelle. Mais partant, il laisse planer l'espoir d'un nouveau retournement. Dans l'un des récits, Nzame conclut ainsi en avertissant le blanc. Lorsque tu rencontreras un noir, souviens-toi bien qu'il est ton frère aîné et que je te donne son bien. Comme on me le rappelait, comme me le rappelait en fait un initié du beauty, le noir est le fils du blanc, car ce dernier a été le colonisateur. Mais le blanc est le fils du noir, car ce dernier est né avant lui. Le mythe, avec son jeu d'inversion, offre en définitive un moyen particulièrement imaginatif pour penser les relations entre Africains et Européens comme un héritage contesté entre frères. Bon, dans cette histoire, les autres peuples, je ne sais pas d'où ils sont, mais on dirait ils les ont un petit peu oubliés. Hein. Euh, Parmi les différents modes d'appartement rituel du blanc, l'ancestralisation représente une autre stratégie récurrente. Le blanc est souvent assimilé aux ancêtres autochtones.
En Afrique centrale, le blanc est la couleur des morts, car elle est celle des eaux. Dans toute l'ère Congo, le pays des morts est appelé Pemba. M-P-E-M-B-A. Dans Pemba, kaolin, blanc. Et pourquoi kaolin? Parce que pendant les rituels du Mbuti, les gens sont peints en kaolin. Ils sont peints en kaolin blanc pour manifester cet aspect en fait de pureté, cet aspect de l'au-delà, cet aspect de la mort. À cause du culte des morts, vu qu'il y a le culte des morts. Et ça, vous le retrouviez aussi hein, en Égypte. Hein. Le blanc représentait en fait cet aspect-là hein, de l'invisible, de cet aspect en fait de basculement dans l'invisible. C'est pour ça que Osiris était représenté aussi en habit blanc, etc. Donc, ici, on vous dit hein, justement en fait le Pemba. Donc, ce kaolin blanc, le Pemba. Au Gabon, la plupart des initiations sont traditionnellement adossées à un culte des reliques d'ancêtres. Le terme Mbuti désigne le rite lui-même, mais aussi les paniers reliquaires contenant les ossements d'ascendants défunts, gardés secrètement par les aînés et montrés aux nouveaux initiés lors de certains rituels. C'est très important, gardez ça en fait en tête, hein, l'aspect des ossements. Laissez les commentaires, non? L'aspect des ossements. C'est pour que euh, les gens tapotent un peu, en fait. Les gens, ils tapotent pas. l'aspect en fait des ossements, gardez-le parce que ça va se retrouver aussi dans les différents attributs hein, qu'il y a pendant justement en fait les rituels. Donc, ossements d'ascendants défunts gardés secrètement par les aînés et montrés aux nouveaux initiés lors de certains rituels. De plus, les masques qui représentent le visage des ancêtres appelés Osoamigongzi, de Osso, c'est-à-dire visage, pardon, et sont blanchis au kaolin. Ils forment un vaste ensemble stylistique régional que l'on retrouve dans tout le bassin de l'Ougoué, avec une série de variantes ethniques. Il y a donc une équivalence chromatique entre les ossements des reliquaires, les masques blancs et la carnation des Européens. L'incorporation d'ossements européens, écoutez bien, l'incorporation d'ossements européens dans les reliques matérialise ce rapprochement entre le blanc et les ancêtres. Donc, il y a aussi des ossements en fait d'Européens qui sont mis en fait à l'intérieur en fait hein, des rituels. Donc, le masque Ndong, hein, si on a l'occasion, on vous le montrera. Hein, le masque Ngongtong, dont on a parlé en fait tout à l'heure, il est bien sûr associé en fait au culte des ancêtres et notamment en fait la jeune fille blanche revient au pays des morts. C'est de ça hein, dont il est question. La jeune fille blanche revient en fait au pays des morts. Un rapport d'état-major de l'état-major de 1947 précise ainsi: la perfection serait d'avoir un crâne de blanc. Les crânes de Monsieur Ourson et du sergent sans pique ont été des beauty fameux en pays Michogo. Ça, vous le retrouvez chez Ballandier, 1955. Et parmi les sculptures anthropomorphes, surplombent les reliques, figurent parmi des personnages aux traits européens ou portant un casque colonial. Le blanc au Gabon est donc un ancêtre. Écoutez bien. Le blanc au Gabon est donc un ancêtre qui revient parmi les siens. Le père Trill, missionnaire parmi les Fons entre 1893 et 1907, rapporte ainsi
Légende des Blancs. Il dit, qu'est-ce que les Blancs? Le savez-vous, vous autres? Non? Eh bien, ce sont tout simplement d'anciens noirs, de vieux frères de nos aïeux, les cousins de nos grands-pères, jadis. Vous ne l'ignorez pas, tous nos morts étaient enterrés au bord des rivières. Longtemps, longtemps après, ouvrez la tombe. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Rien. Plus rien du tout. Où donc était passé le cadavre? Voici, mes amis. Quand un homme est mort, il n'est pas vrai mort. Il ne vit plus comme nous, tout simplement. Il s'en va bien loin, descend la tête en bas, traverse la mer pendant des jours et des jours, puis de la terre, puis de l'eau, puis de la terre encore, et arrive enfin de l'autre côté, juste au-dessous de nous, dans un grand, grand pays, où il fait noir souvent. Et arrivé là, savez-vous, vous autres, ce qu'il est devenu? Eh bien, mes amis, eh bien, il est tourné blanc. Oui, tourné tout blanc. Comme toi, Minis, qui me regarde. Donc, ça, ce sont les propos du père Trill, qui racontait les choses qu'on lui contait quand il arrivait là-bas. De même, au début du XXe siècle, une vieille femme, Pongwe, pouvait s'exclamer au passage de marins français. Voyez comme ils sont heureux de revoir leur ancien village. Ils doivent sans doute se dire qu'il a bien changé depuis qu'ils l'ont quitté. Les populations de côte aiment à penser que les âmes des chefs s'incorporent à des Européens qu'elles poussent à conduire les navires en Afrique, afin d'enrichir leurs compatriotes. Et James Fernandez, en 1982, rapporte que dans les années 1950, un fan l'a pris pour le fantôme du forgeron du village, revenu de Paris pour lui offrir des marchandises. Le rapport aux marchandises est donc au cœur du rapprochement entre Blancs et les ancêtres. Et ça, vous le retrouvez toujours. Quand au pays, dans certaines familles, pour eux, blanc égale richesse. C'est toujours ce rapport-là, en fait, que vous retrouvez à nouveau. Et au Gabon, vous avez ce culte-là du métissage. Ce culte-là d'absolument, en fait, se mettre avec les blancs. Et bien, vous retrouvez, en fait, les racines ici. Là, on est en train de rentrer dans les profondeurs pour que vous compreniez les racines, en fait, de tout ce qui se passe et que souvent, les gens ne comprennent pas. Pour les Mitsoko, le pays des morts, situé loin à l'ouest de l'autre côté d'une rivière mythique, se confond avec le pays des Blancs, d'où proviennent tous les produits manufacturés, puisque la marchandise, c'est les gens morts qui la fabriquent. Dans certains récits initiatiques, le pays des ancêtres est d'ailleurs désigné comme le lieu où le gros ventre du blanc s'est cassé. Ça, vous le retrouvez, ce Sicilien, en 1967. Ce gros ventre est une métaphore de l'opulence et son éclatement représente un accouchement explosif des marchandises, la libération soudaine d'une corne d'abondance. Cette association entre manne commercial et manne des ancêtres n'est pas sans ressemblance avec le culte du cargo mélanésien. Bon, après, vous pouvez voir les termes pidgin dont je vous avais parlé tout à l'heure, etc. Donc, il s'agit de capter la cargaison providentielle de produits manufacturés détenus par les Européens. Notez les questions pour pouvoir en fait les poser après. Donc, détenus par les Européens et récupérés ainsi
la part d'héritage accaparée par le frère blanc. Donc, le principe, c'est que le frère blanc s'est accaparé en fait l'héritage qu'il faille en fait bien sûr récupérer. Une version d'un mythe d'origine des Noirs et des Blancs chez les Fons se conclut en fait d'ailleurs ainsi. Ah, pauvre Noir, pour savoir où se trouve le trésor caché, il faut attendre la venue du Blanc. Ça, vous le retrouvez chez Trill en 1905. Faire de l'Européen un ancêtre, c'est donc se donner les moyens rituels de nouer avec lui des relations avantageuses, tout en lui reconnaissant cependant une certaine ambivalence, puisque sa manipulation reste dangereuse. Donc, en gros, ici, c'est que le blanc représente cet aspect d'opulence, hein, cet aspect de mangement, mais il faut se méfier de lui parce que jadis, il avait justement, en fait, à travers sa ruse, il avait trompé en fait le noir. Donc c'est de ça dont il est question en fait ici. On cherche à s'attirer les bonnes grâces du blanc comme on s'attire celles des ancêtres. Transposition du bricolage quotidien de la parenté opportuniste. Cet appartement rituel permet en définitive de réduire l'altérité de ce personnage étranger en l'intégrant dans un système de relations familières. Certes, nul ne soutiendrait plus aujourd'hui que le blanc est un revenant autrement que sur le mode de la plaisanterie. Il n'est d'ailleurs pas certain que les propos susmentionnés de la femme Pongué ou du villageois Fond n'aient pas été en réalité ironiques. L'ancestralisation du blanc conserve néanmoins sa pertinence en contexte rituel. Car la performance rituelle offre la possibilité d'une mise en scène de ce rapport ironique au blanc. Sur l'ironie rituelle, vous retrouvez ça pareil hein, chez Bonhomme. C'est en ce sens que la danse du masque de Chirac, au milieu des Mikonzi, joue sur l'analogie entre le blanc et l'ancêtre. Donc, cette appropriation en fait du blanc, notamment en fait de Gaulle. Le masque Chirac ne représente cependant pas une figure générique du blanc, mais un individu bien précis, un homme d'État qui incarne à lui seul le pouvoir blanc. Qui plus est celui des anciens colons, et qui jouit sans doute un certain prestige en Afrique. L'appropriation rituelle de cette figure officielle évoque celle d'un autre grand homme, quelques décennies plus tôt, Charles de Gaulle. Un ensemble de rituels centrés autour de la figure du général apparaissent au Gabon et au Congo au cours des années 1940, dans le contexte agité de la Seconde Guerre mondiale. Le Moyen Congo est le premier territoire d'Afrique équatoriale française, l'AEF, à se rallier à De Gaulle en août 1940. En novembre, le Gabon, dont le gouverneur est fidèle au régime, et ça, vous allez retrouver des choses, par exemple, en fait, par rapport au Congo belge. Hein. Les prophètes, en fait, se font appeler en fait, les Konku Hitler. Il y a eu des prophètes, hein. Il y a eu un prophète qui s'est fait appeler, en fait, Konku Hitler, hein, au Congo belge. Bon, ça, vous le retrouvez chez Anderson en 1958. Donc, vous avez des références. Hein. Après, si vous voulez d'autres références, je vous les donnerai. J'essaie de vous les donner en fait au fur et à mesure pour que vous puissiez avoir voilà les choses. Hein. Par exemple, les cultes du cargo sont des rituels en fait visant à capter le cargo, hein. Les stocks surabondants en fait des marchandises détenues par les blancs. Donc, vous avez toutes ces choses là. Donc, j'étais en train de vous dire. Donc, le Gabon, dont le gouverneur reste fidèle au régime hein, de Vichy, bascule également après quelques escarmouches du côté de la France libre. De Gaulle devient alors rapidement. Donc, vous avez, ça a commencé en fait au Congo. Et ensuite, le Gabon a récupéré la chose. Et puis, aujourd'hui, vous voyez que le Gabon est devenu vraiment cette base hein, du culte, cette base du culte du blanc. Et vous le retrouvez hein, dans la vie gabonaise. Hein. Vous le retrouvez beaucoup cet aspect-là hein, du culte du blanc.
De Gaulle devient alors rapidement très populaire, notamment à la faveur de ses voyages dans la région. Il est à Brazzaville dès octobre 1940 et effectue 5 visites au Gabon entre 1940 et 1946. C'est également à Brazzaville en février 1940 qu'il ouvre la conférence annonçant timidement encore l'émancipation politique de l'Afrique française. Héros de la France libre et homme d'État jouissant d'une autorité morale incontestée. Et plus tard, si on a le temps, pas aujourd'hui, hein, mais dans nos contextes sur l'Afrique, si on a le temps, on verra en fait les aspects du gaullisme noir. Si on a le temps, on le verra. Mais ça, c'est pas sûr. Mais vous le retrouvez aussi avec les fétiches Ngol, hein. Les fétiches Ngol, c'est les fétiches de Gaulle, hein. Donc, il faut bien comprendre. C'est le gaullisme noir. Donc, héros de la France libre et homme d'État jouissant d'une autorité morale incontestée, l'homme de Brazzaville fait l'objet d'un véritable culte populaire, soigneusement entretenu par le Rassemblement du peuple français, qui distribue aux Africains des milliers de photos de leurs chefs. Son nom, donné à de nombreux enfants après 1940, possède d'ailleurs un riche pouvoir d'évocation puisqu'il incarne à lui seul la France et son mythe fondateur, nos ancêtres les Gaulois. Pendant la guerre, circulent des légendes vantant les prouesses surnaturelles, l'ubiquité, l'invincibilité du héros militaire. Certains de ces récits transposent sous un jour merveilleux les faits réels comme le périple des forces gaullistes en AEF, l'Afrique équatoriale française. C'était au mois de mai 1943. Un pêcheur de Ngabé, village situé en amont de Brazzaville, prend à son filet un gros mâchoiron. Au moment où l'homme veut asséner le coup fatal, le poisson ouvre, le poisson lui parle en disant qu'il était le général de Gaulle, qu'il venait de Bangui pour Pointe-Noire, où il prendrait l'océan pour continuer son voyage. Le poisson le pria de se rendre à Brazzaville pour demander aux responsables de la ville d'organiser ce voyage de Ngabé à Pointe-Noire. Ce qui lui fit fait. On amena le poisson à Brazzaville. Et dans une grande manifestation à la gare, le poisson fut expédié en escorte du pêcheur et des gardes à Pointe-Noire où l'attendait une foule impatiente. Donc ça, c'était des histoires qui se racontaient sur le mythe de Gaulle qui s'était transformé en un grand poisson des mers et qui se baladait là-bas entre Bangui et puis Pointe-Noire, etc. Il va pas changer de type. Il est resté sur YouTube. Jamais qu'il est commencé. Le micro, s'il vous plaît, le micro. Ce culte populaire du grand homme se traduit également dans le domaine rituel. Chez les Kouyou du Congo, la danse des Kéké, des Kébé-Kébé. Donc s'il y a des Kébé-Kébé ici, la danse des Kébé-Kébé, autrefois liée à la cosmogonie mythique, inclut désormais des marottes figurant de Gaulle. Ça, vous le retrouvez chez Pérol en 1957. Au Congo, André Grenard Matsoua, amicaliste, militant pour l'émancipation des Africains, est condamné par les autorités françaises aux travaux forcés en 1941 et meurt en prison l'année suivante. Mais le refus des autorités de restituer sa dépouille alimente la conviction que Matsoua n'est pas mort et qu'il va revenir sauver le Congo. Cette attente donne naissance à un véritable messianisme dans la lignée du mouvement kibanguiste. Bon, ça c'est petite pichenette pour les kimbanguistes. C'est pas moi, c'est bonhomme.
L'église matsuaniste associe la figure de Matsuo à celle du général de Gaulle. Les autels des lieux de culte sont décorés d'images des deux hommes et la trinité matsuaniste est figurée par une croix de Lorraine associant le Christ, De Gaulle et Matsuo. Ça c'est dosé, hein? Ok. Les fidèles soutiennent même que le De Gaulle de la conférence de Brazzaville de 1944 serait en fait la réincarnation de Matsuo, venu annoncer la libération du Congo. À la même époque, un culte Ngol. Dans le culte Ngol, vous pouvez l'appeler soit Ngol, N-G-O-L, ou alors N'-G-A-U-2-L-E. Le culte Ngol fait son apparition à la frontière du Gabon et du Congo. Probablement dans la province du Haut-Ogooué, et s'implante notamment au sein des groupes Mbende et Teke, dans une vaste région englobant Ouesso, Kélé, Hewo, Okonja et Franceville. Le Ngol, donc vous voyez, le Ngol, c'est véritablement un culte qui est façonné là-bas. Le Ngol, donc c'est le culte du Ngol. Le Ngol est possiblement une variante du Njobi, mouvement anti-sorcellerie, né dans la même région autour des années 1930-1940. On parle en effet parfois de Njobi Angol. Donc vous voyez, quand quelqu'un le dit comme ça, on a l'impression que c'est purement africain, mais le Njobi Angol, il s'agit en fait de De Gaulle. Voilà, c'est le Njobi de De Gaulle, le Njobi Angol. Si l'antériorité de l'un ou l'autre culte fait débat, il s'agit en réalité vraisemblablement d'une seule et même secte, qui au cours de sa rapide transformation s'est manifestée sous plusieurs noms. Ça, vous le retrouvez chez Anderson en 1990, à la page 101, pour ceux qui veulent aller vérifier à l'intérieur. Tout comme les cultes Mademoiselle et Mère, déjà évoqués, le Ngol, donc vous avez, on a vu Mademoiselle, on a vu Mère, voilà maintenant le Ngol aussi, est partie prenante du foisonnement de mouvements anti-sorcellerie à la frontière du Gabon et du Congo, à la fin de l'époque coloniale. Chacun cédant la place à un fétiche plus puissant que le précédent. Vous avez vu, ces cultes-là sont toujours liés en fait au fétiche. La figure du blanc constitue une ressource symbolique efficace dans cette surenchère rituelle, également appelée Ngol, c'est-à-dire le fétiche de Gaulle. Donc c'est le fétiche de Gaulle. Parenthèse, ceux qui veulent comprendre n'ont qu'à comprendre. Ou tout simplement Ngol, le Ngol doit son nom à celui qui, auréolé de ses victoires militaires, passe pour le chef de tous les blancs et incarne l'idée d'omnipotence. Comme le note un observateur contemporain de la diffusion du mouvement dans le Haut-Ogooué, actuellement il se rallie nombreux au monofétiche Ngol, le fétiche qui fait la guerre aux autres fétiches, comme De Gaulle faisait la guerre aux Allemands. C'est ça le monofétiche de Ngol. Le fétiche de Ngol, c'est quoi? C'est le fétiche qui fait la guerre aux autres fétiches. C'est de ça dont il est question, tout comme De Gaulle a fait la guerre en fait aux Allemands. Ça, vous le retrouvez en fait chez Mileto en 1951. Le rituel a en effet une prétention hégémonique. C'est un fétiche qui supplante les autres fétiches.
véritable police des mœurs, le Ngol dénonce et châtie les sorciers et autres déviants, allant jusqu'à les mettre à mort si leur crime est grave. Il repose sur un rituel ordalique faisant une corne d'antilope remplie d'ingrédients magiques appelés les canons. Il pourrait s'agir d'un poison d'épreuve. Le présumé coupable doit confesser ses crimes tandis qu'on l'adjure. Si tu recommences, Gol te tuera. L'initiation au Ngol impose également une confession de l'impénétrant devant le panier reliquaire Nkobe. Adapté au nouveau culte, il comporte en sus des éléments traditionnels, des portraits d'Européens découpés dans des journaux, leurs cheveux, leurs haillons, des médaillons qui leur avaient en fait été subtilisés. Ça, vous le retrouvez en fait chez Goyendi en 2001. Les autorités coloniales voient d'un fort mauvais œil cette nouvelle secte qui risque, selon un administrateur, d'entraîner une désorganisation dans le commandement indigène. Donc, ils les ont appelés en fait la secte de Ngol ou la secte de Ngol. Donc, soit vous le retrouvez en tant que secte de Gol dans GOL, soit en tant que secte de Ngol, NGOL. En 1948, le chef de la région de l'Ougoué-Vindo transmet ainsi une note au gouverneur Sadoul à propos de la critique anticolonialiste liée au Ngol, conséquence selon lui de l'agitation du Rassemblement démocratique africain affilié au Parti communiste français. Les autorités s'inquiètent également des empoisonnements et des exécutions sommaires perpétrées par les adeptes. Il court même des rumeurs d'empopographie rituelle. Les missionnaires s'alarment quant à eux de l'engouement pour un rituel qui conteste leur ministère. Parce que effectivement, les cultes de Ngol contestaient justement en fait ces aspects-là de ces missionnaires-là qui étaient là au service, ces missionnaires catholiques qui étaient au service justement de l'État colonial. Et justement, ceux qui pratiquaient le culte de Ngol aussi prenaient effectivement en fait beaucoup d'espace et il y avait un souci politique qui commençait en fait à se lever par rapport à cet aspect-là. On trouve donc, ce sont des vrais faits historiques. On trouve la chapelle avec le presbytère, la nef, l'autel, avec les cierges, la cloche, l'ostentoire. Il y a confession publique. Nombre d'anciens baptisés ont adhéré sur Franceville à ce fétiche. Cette appropriation mimétique est d'autant plus troublante qu'elle repose en réalité sur une ruse ironique. Les initiés cachent aux Européens les aspects les plus dérangeants du culte. La contre-sorcellerie, le poison d'épreuve, les reliquaires. Pour le travestir en fait en une danse d'inspiration chrétienne. Les adeptes du Ngol présentent leur secte comme une sœur de la charité chrétienne. Ils sont très habiles. 1000 fois, ils ont roulé les chefs de district d'Okonza et de Kele. Et peut-être d'autres Européens qui ont voulu savoir ce que c'était au fond que cette secte. Ils les ont conduits à la case où ils initient les adeptes, leur ont fait voir des apparences très innocente en enlevant le Nkobe et en dansé très innocemment devant les Européens qui n'ont rien trouvé de mal. Ils ont alors, à Okonza en particulier, crié victoire parce que les Blancs font partie de la secte. Cette stratégie de la dissimulation est typique des pratiques de résistance clandestine contre la domination coloniale. Ça, vous le retrouvez chez Ballandier en 1955. Pages 60 et 61. Donc, cela parle en fait à ce propos d'un véritable art de la dérobade. Le fait que le culte se place sous le patronage du général de Gaulle relève d'une ruse du même ordre
que l'invitation d'Européens aux cérémonies ou le vol de leurs possessions pour les intégrer dans les reliquaires. Donc du coup en fait ils les invitent en fait aux cérémonies et ils en profitent en fait pour voler en fait leurs cheveux, voler en fait leurs affaires pour pouvoir en fait ensuite les mettre en fait dans le rituel. Certes, l'hommage au grand homme témoigne de l'hégémonie du pouvoir blanc, mais c'est également le moyen de l'enrober malgré lui en fait au service d'intérêts autochtones. Le culte est en effet le plus souvent dirigé par les chefs coutumiers qui cherchent par ce biais à réaffirmer leur autorité sapée par l'ordre colonial. Variation sur un même thème, une danse de Ngol apparaît, une danse de Gaulle en fait, la danse de Gaulle, apparaît dans les années 1940 chez les Fans du Gabon. Et il est d'ailleurs possible qu'il y ait eu des influences réciproques entre cette nouvelle danse et le culte Ngol. Il s'agit d'une sorte de bal populaire où l'on danse en couple sur un rythme de rumba. Par contraste avec les danses collectives traditionnelles, la danse en couple est une nouveauté d'origine européenne. Sous le nom de bal, dans BAL, hein, elle s'impose dans les années 1930 chez les Pongwe de la côte avant de se diffuser dans l'intérieur du pays. En 1946, un Fan de l'estuaire, ancien combattant, fonde une danse écho de Gaulle, dans la danse écho de Gaulle, à partir d'une variante du bal. Donc il y a d'abord eu le bal et ensuite ils ont fondé une danse aussi de Gaulle qui s'est basée sur une variance en fait justement en fait de cette danse là en fait qui était en fait le bal. Venue de Guinée espagnole, la danse écho des échos d'un couple, cette nouvelle danse se propage rapidement dans le pays. En 1949, elle fait fureur dans le Bas-Ogooué. Ça, vous le retrouvez chez Ushworld hein, en 1950, à la page 13. La danse de Gaulle subsiste encore aujourd'hui, notamment chez les Fans de Njolé, de Makouko et de Memvoul, dans une version folklorique dansée à l'occasion de mariages, de retraits de deuil ou de fêtes du calendrier officiel. Elle atteint même un temps le Rio Muni en Guinée espagnole, signe de la popularité intacte dont jouit de Gaulle en dehors des territoires français. La danse d'Ingol y entre en concurrence avec la danse flamenco, au cours de laquelle Franco, dans la danse flamenco, c'est la danse de Franco, la danse d'Ingol, c'est la danse de Gaulle, où Franco apparaît sous les traits d'un masque blanc vêtu d'un uniforme tandis que l'assistance chante. L'avion de Franco passe au-dessus de nos têtes et lui demande d'apporter plus d'argent d'Espagne. Ça, vous le retrouvez chez Fernandez en 1942. Cette danse franco assume également des fonctions de contre-sorcellerie. La danse de Gaulle est avant tout une parodie de l'ordre colonial et de la discipline militaire et administrative. La cérémonie commence par une proclamation d'un règlement. Donc il y avait un règlement pour cette... c'était très sérieux. Donc, règlement de la danse de Gaulle en Afrique équatoriale française. Parce qu'il fallait une proclamation avant que ça puisse se mettre. Donc, la proclamation commence ainsi. Règlement de la danse de Gaulle en Afrique équatoriale française. Territoire du Gabon, en mémoire de la victoire remportée par le général de Gaulle à la guerre de 1939 à 1945, Monsieur le Haut Commissaire, nous avons l'honneur de vous soumettre les règlements de notre danse. Les Gabonais, pour manifester leur grande joie, ont inventé la danse dite de Gaulle, dont les arrêtés organiques sont ci-après énumérés. Et ça, vous le retrouvez chez Mbandang, hein, chez Mbandang en 1986. Tous les participants doivent être habillés à l'européenne et chaussés.
ce qui est inhabituel dans les danses qui privilégient au contraire les tenues traditionnelles. Cet accoutrement distinctif que l'on trouve dans d'autres danses en Afrique, là vous retrouvez ça chez Mitchell 1956, marque le caractère résolument moderne de la danse. Il révèle aussi que la danse de De Gaulle constitue un simulacre de la discipline des corps imposée par le commandement colonial. Cette imposition d'un corps réglementaire, ça vous le retrouvez chez Tandin en 2005, apparaît bien dans les arrêtés de la danse. Donc il y avait carrément un arrêté de cette danse. Donc toutes ces choses-là apparaissaient bien dans les arrêtés justement en fait de cette danse. J'espère qu'on m'entend bien. Arrêté numéro 6. Voilà des exemples de l'arrêté. L'arrêté numéro 6 dit « Nous admettons par bonté les personnes nu-pieds, mais sans chic ni plaie aux pieds. » Arrêté numéro 7. Les personnes admises à danser auront les ongles coupés et la bouche soigneusement lavée. Les femmes auront la chevelure soigneusement coiffée et non tressée, c'est-à-dire lisse comme une blanche quoi. Et elles seront parfumées à l'exception d'huile de palme, donc pas d'huile de palme, et de pommade. Arrêté numéro 8. L'usage des culottes est interdit, sauf aux jeunes gens de moins de 15 ans. Ça après, il y a des choses que vous allez retrouver, par exemple les exemples des arrêtés là chez Mbandong en 1909, les aspects du Ngol, du Njolé, le masque représenté, le blanc, etc. Tout ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver. Par exemple, il y a en fait le texte aussi qui est inédit, le texte de 7 pages a été en fait écrit par un ancien ministre de la Culture, des Arts et de l'Éducation populaire du Gabon, pour saluer avec joie le centenaire de la naissance du chef de la France libre, né en 1890. Donc, ce sont vraiment des bases. Ils témoignent du prestige en fait de De Gaulle. Cet être supérieurement exceptionnel parmi les élites politiques du Gabon post-colonial, fortement marqué par les réseaux gaullistes de la France-Afrique. Là, vous êtes en train de comprendre les bases de la France-Afrique. Les bases de la France-Afrique. La cérémonie se tient dans un grand hangar rectangulaire appelé bataillon et décoré de drapeaux français, puis gabonais après l'indépendance. Chaque groupe de danse forme une éthique dont l'organisation repose sur une pléthore de titres et de rôles imités de l'administration coloniale. Président, vice-président, secrétaire général, infirmier, commissaire, garde du corps. Les musiciens de l'orchestre sont des marins. Le ministre de la Justice s'occupe des troubles faits, tandis que celui de la Santé distribue de l'aspirine pour les maux de tête, et que celui des Affaires étrangères accueille les étrangers. Chacun des organisateurs s'assoit dans sa loge respective appelée bureau. Donc, par exemple, l'arrêté numéro 5, le classement en fait des bureaux est prévu comme suit. Un bureau pour le général de Gaulle. Un bureau pour le vieux maréchal. Un bureau pour le haut commissaire. Un bureau pour le chef de territoire. Un bureau pour le juge de la paix à compétence étendue. Un bureau pour le médecin-colonel de Saint-Gallon. Un bureau pour le commandant de la gendarmerie. Un bureau pour l'inspecteur des douanes. Un bureau pour le commandement de la marine. L'arrêté numéro 4 vous dit un planton sera affecté dans chacun de ces bureaux et l'entrée de la maison sera surveillée par une garde suffisamment armée. À l'entrée du hangar, un douanier perçoit les contributions, puis deux femmes vêtues de blanc
Les infirmières inspectent la propriété des spectateurs et leur mettent du talc et du parfum. Des agents de police veillent à l'ordre et distribuent des amendes, comme le stipule l'arrêté numéro 10. Toutes les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions citées ci-dessous seront frappées d'une amende de 5 à 100 francs. Devant une garde d'honneur, au garde à vous, le général de Gaulle fait alors son apparition, fiancé de son aide de camp, flanqué de son aide de camp et de son secrétaire. L'assistant entonne une série de chants qui soulignent le pouvoir éminent du grand homme. De Gaulle vient prendre possession du pays. Oui, De Gaulle est le soutien du peuple. Oui, De Gaulle. Ou encore, De Gaulle, oh, viens prendre la ville, De Gaulle. C'est l'homme après qui on pleure, De Gaulle. Viens arranger la vie, De Gaulle. Les gens te veulent. Le général est incarné par le président du groupe de danse. De préférence, un homme de grande stature. Il porte un uniforme avec des galons ainsi qu'un képi étoilé et son visage est parfois enduit de kaolin blanc. Je vous avais parlé tout à l'heure du kaolin blanc. L'imitation repose ainsi sur la mise en valeur de traits économiques positifs, grande taille, grand nez et grandes oreilles, qui le font parfois comparer à l'éléphant, symbole de l'animal de force. Uniforme et képi, un signe par excellence du pouvoir officiel. Le gouverneur général de l'AEF, Félix Eboué, rallié à De Gaulle dès l'appel du 18 juin 1940, et le maréchal Pétain, appelé le vieux maréchal, sont également présents. Le rituel évoque en effet les événements de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en AEF bien sûr. La cérémonie vise cependant moins à rejouer fidèlement les événements historiques qu'à les transposer dans le cadre d'un formalisme protocolaire, comme on le montre bien dans un film de Raymond Mayer, qui a été tourné à l'occasion d'une danse de Gaulle organisée à Ndjolé le 31 décembre 1979. Donc il y a eu des films, donc si vous voulez, vous pouvez aller retrouver ces films-là pour voir de quoi il s'agit. Le commissaire de police refuse l'entrée au bataillon de Gaulle. Il interroge sur son identité et le but, vous voyez, ça a été tourné quand même le 31 décembre 1979. Donc, on est bien après l'indépendance. Bon. Le commissaire de police refuse l'entrée du bataillon de Gaulle et l'interroge sur son identité et le but de son voyage, pendant qu'un autre garde le tient en joue de son fusil. De Gaulle se présente en tant qu'ancien combattant de la France libre, chef provisoire de la République française, et déclare être en tournée dans les colonies. Et voilà un petit peu. On va faire une petite pause, comme ça, les uns et les autres vont s'exprimer. S'il y a des questions, on va basculer un petit peu aux questions. Et si on a un peu de temps, on pourra poursuivre la suite parce qu'il nous reste plus beaucoup pour que vous puissiez comprendre le reste, la finalité et comment c'est relié avec le culte ancestral. Donc voilà, toute la spiritualité africaine, dont vous êtes en train de comprendre ici l'histoire de la spiritualité gabonaise. Pas que, hein. Vous avez vu, il y a des aspects du Congo, de la Guinée équatoriale. En fait, vous êtes en train de voir la base de la spiritualité de la France-Afrique, tout simplement. Et vous comprenez bien que ce sont des initiés qui sont dans ça. Et certains de ces initiés sont aussi des dirigeants, des dignitaires, etc., etc. Donc maintenant, à vous de faire votre analyse. On peut passer, ceux qui veulent s'exprimer, vous pouvez vous exprimer. On peut passer s'il y a des questions. Et puis, ça permet de faire une petite pause. Oui, c'est mieux. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez.
Vous avez aussi l'origine